Salut à tous, Dimitri, Crypto Paradise Consulting, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le samedi 21 octobre et ça fait maintenant presque un mois que je suis rentré à l'île Maurice. Et donc je vous refais ma première vidéo depuis mon retour à l'île Maurice, après avoir fait un long périple en Europe. Et vous le savez, j'étais au Liberland récemment, d'ailleurs c'était ma dernière vidéo. J'étais au Liberland le mois dernier où il s'est passé beaucoup de choses. Aujourd'hui, néanmoins, je vais vous faire une vidéo où on va parler un peu de géopolitique parce que difficile de ne pas en parler actuellement. Avant toute chose, évidemment, comme toujours, n'oubliez pas que vous avez tous les liens ci-dessous pour vous connecter à mon fil Twitter et puis mon site internet. Et bien sûr, je vous rappelle aussi que mes sujets sont le Liberland, sont le Bitcoin et sont évidemment l'expatriation, notamment à l'île Maurice, où je peux vous aider pour vous installer ici, vous faire les papiers qu'il vous faudra pour devenir résident à l'île Maurice. Et bien sûr, tout ça avec comme souci, avec comme idée derrière qu'il est peut-être temps d'échapper aux griffes, je dirais, de l'Europe ou d'autres pays qui sont pas forcément les plus sympathiques actuellement pour y vivre. Alors, aujourd'hui, je vais évidemment parler des événements absolument effarants auxquels nous assistons maintenant sur l'échiquier mondial, avec évidemment ce qui s'est passé et ce qui se passe en Palestine, à Gaza, avec les événements du week-end dernier, qui ont entraîné aujourd'hui Israël à rentrer dans une phase d'offensive terrible sur Gaza. Alors, je voudrais d'abord, très difficile sur ce sujet, de donner, je dirais, une opinion tranchée, parce que d'abord, il y a énormément d'émotions là-dedans. Et puis, on voit bien qu'il y a ceux qui sont clairement, si vous voulez, qui ont choisi le côté pro-Israël, quoi qu'il arrive, et ils sont nombreux. Et puis, il y a les autres, ceux qui ont choisi le côté pro-Palestine, quoi qu'il arrive, et ils sont également nombreux. Alors, évidemment, la sagesse implique qu'on soit un petit peu mesuré hein, par rapport à ça. Ce qu'évidemment je tente de faire, en revanche, il y a quand même des choses indéniables hein, qu'on peut quand même dire. Mais la première chose qu'il faut rappeler, c'est que dans tout, à chaque fois en fait, et ça fait longtemps que ça dure, on appelle des terroristes des gens qui sont des résistants et vice-versa. C'est-à-dire que vous allez toujours avoir, prenons un exemple simple, hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale, si vous voulez, ceux qui faisaient péter, je dirais, les trains allemands, etc., ou qui bombardaient ou qui commettaient des attentats sur les installations allemandes en France occupée, étaient évidemment considérés par les Allemands et même par le gouvernement de Vichy comme des terroristes. Voilà, c'était des résistants, et vous voyez qu'aujourd'hui, évidemment, ce sont des résistants qui sont honorés, enfin en tout cas qui l'ont été, en France post-guerre, post-deuxième guerre mondiale. Et puis, alors, des exemples comme ça, on pourrait en avoir plein. Donc, dire que ce qui a été fait, alors évidemment, le terrorisme, il s'agit, c'est toujours de l'attaque contre des civils qui sont par définition innocents, qui ne sont pas des combattants. Et donc, oui, dans ces conditions, on peut donner des définitions précises en disant que ce qui s'est passé avec l'attaque du 7 octobre dans le sud d'Israël, c'est une attaque finalement d'un groupement terroriste. Mais on ne va pas trop s'étendre là-dessus. Déjà, on a une sémantique qu'on comprend très aisément que pour nombre de gens qui sont du côté palestinien et notamment à Gaza et qui prennent les bombes et les offensives israéliennes depuis plus de 15 ans, hein, je veux dire, aujourd'hui, il y a moyen de faire le compte du nombre de morts palestiniens. Il y en a tous les ans. Systématiquement, personne n'en parle. Bon, pour ces gens-là, on peut comprendre que les actions, je dirais, in extremis et complètement horribles hein, auxquelles se livre le Hamas, ils considèrent que, si vous voulez, c'est leur dernier souffle, hein, c'est la dernière chose qu'ils peuvent faire pour essayer de s'exprimer face à une situation. Alors maintenant, et c'est là que je voudrais en venir, une situation où il y a quand même des choses qui sont indéniables, notamment le fait qu'on est depuis de nombreuses années, en tout cas depuis, vous aviez des frontières qui ont été, Israël a été créé en 1947-48, contre d'ailleurs
une grande partie des érudits juifs qui, notamment des rabbins à qui on avait demandé leur avis à l'époque et qui se sont opposés à la création d'un État d'Israël. Aujourd'hui, ils sont nombreux et on a vu d'ailleurs récemment, là encore en ce moment, enfin hier, avant-hier, ils ont bloqué tous les accès à la Maison Blanche à Washington DC. Ce sont des juifs qui ont bloqué les accès pour protester contre ce que faisaient les États-Unis, contre l'appui et le soutien inconditionnel que les États-Unis apportent à Israël dans, dans, cette, dans cette offensive contre Gaza. Euh, eh bien, pour eux, c'est absolument inacceptable. Et on les a vus même aller dans la Chambre des représentants. Enfin, les images sont assez fortes. Donc, vous avez une énorme partie des Juifs aux États-Unis et ailleurs, hein, et bien sûr en Israël, qui sont clairement opposés à ce que fait le gouvernement de Netanyahou. On en parle très très peu dans les médias occidentaux, les médias de grand chemin, hein, comme on peut les appeler. J'aime beaucoup ce terme. Parce que les médias occidentaux, qu'on le veuille ou non, sont devenus des outils de propagande et qui décident finalement de n'avoir qu'un seul son de cloche. Et même si les choses, évidemment, évoluent un petit peu, et on voit bien là qu'aujourd'hui est en train de monter et que ça gronde de plus en plus sur ce qui est en train de se passer. Donc personne aujourd'hui peut préjuger de ce qui va se passer. Néanmoins, première remarque que je ferai par rapport à ces remarques préliminaires étant faites, d'un point de vue typique de ce qui s'est passé le 7 octobre, moi, évidemment, ayant maintenant un passé et un passif, je dirais, de pur complotiste, si je puis dire, en tout cas de personnes qui voient les choses, comment elles se déroulent depuis maintenant longtemps. Et vous connaissez mes opinions sur le 11 septembre, sur ce qui s'est passé pendant le Covid, etc., sur la guerre en Ukraine, la diabolisation complètement hallucinante de la Russie. Maintenant, c'est la diabolisation du Hamas et surtout de la Palestine, finalement. La première chose qu'on peut quand même se dire, il y a tout de suite eu un parallèle qui a été fait entre le 11 septembre et ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël. Ça a été fait assez rapidement. Et c'est assez surprenant parce que quand même, on a, alors effectivement, le 7 octobre, ils ont passé la frontière la plus protégée au monde, la plus surveillée du monde, très facilement. Il y a eu 5 heures entières, 5 heures où il n'y a eu aucune réaction des autorités israéliennes. C'est-à-dire où les gars ont pu faire ce qu'ils voulaient. Donc effectivement, ça a été une boucherie. Et c'est quand même, moi c'est la première chose qui, moi, me surprend immédiatement, si vous voulez. Et c'est même plus de la surprise. Moi, en fait, mon cerveau, maintenant, il est fait pour s'interroger immédiatement quand je suis face à ce genre de choses. Et je ne peux pas imaginer un instant qu'il n'y a pas des accointances pour permettre à une opération pareille de se passer dans un pays comme Israël, où, on le sait, si eux décident de protéger une frontière, elle est inviolable, elle est quasiment inviolable. Donc ce qui s'est passé là, c'est la première des choses. Et d'ailleurs, on a vu sur Twitter immédiatement des posts d'Israéliens qui se sont posés exactement cette question. Et ils ont été au-delà de se poser la question, ils ont accusé. Et ils portent un doigt accusateur très fort contre le gouvernement de Netanyahou. À savoir que donc, est-ce que à nouveau on est face à une opération sous faux drapeau, exactement comme on l'a eu au 11 septembre. Alors, évidemment, on a ceux qui disent c'est organisé directement par le Mossad et ceux qui disent non, non, ils ont juste laissé faire, ils étaient au courant. On a d'ailleurs des preuves, je crois, assez claires et c'est assez avéré que l'Égypte, les services égyptiens avaient prévenu leurs homologues israéliens qu'une opération était en train de se préparer. Aucune réaction semble-t-il, et je crois que même la CIA avait prévenu 2 jours avant. Aucune réaction du côté israélien. Alors tout ça, évidemment, amène à une conclusion, c'est que si c'est le cas, évidemment ce n'est qu'une hypothèse, de toute façon on est face à des hypothèses, hein, c'est pas depuis ma position ici que je vais avoir des certitudes sur ces questions-là. En revanche, on est soi-même amené à se construire ses opinions et finalement, à un moment donné, sa propre logique prend le dessus. Et ma propre logique me fait évidemment pencher vers ça. Il n'y a pas d'autre option possible. Et malheureusement, cette option-là, elle est terrible parce qu'elle veut dire
qu'on a une volonté d'aller beaucoup plus loin, car faire tout ça, ça n'est pas pour rien. Rappelez-vous, quand le 11 septembre est arrivé, il suffisait de... Au début, on était tous abasourdis, mais finalement, en quelques années, on a bien vu se dérouler un plan très clair de prise en main du Proche-Orient, de prise en main de l'Irak, de guerre en Afghanistan, etc. Et donc là, on va assister hein, à ce qui va se passer dans les semaines, les mois qui viennent, voire même les années qui viennent. Et donc ça, c'est ma première remarque, c'est quand même le questionnement, l'énorme questionnement sur les capacités du Hamas à avoir pénétré cette frontière israélienne de façon aussi facile et le manque de réaction totale des autorités israéliennes pendant 5 heures. Alors j'ai cru entendre que donc ce jour-là, ils n'étaient pas là. Vous savez, ça me rappelle vraiment le jour où il y a eu le 11 septembre, il y avait des manœuvres. C'était le jour où il y avait des manœuvres ailleurs et donc incapacité totale de défendre le ciel américain le 11 septembre 2001. Là, incapacité totale de défendre la frontière sud-Israël pendant 5 heures, 5 longues heures. Donc c'est le, si vous voulez, les gens sont toujours très surpris de se dire qu'on a pu sacrifier 3000 personnes lors des attentats du 11 septembre. Là, on a sacrifié 1000 ou 1200 Israéliens en les laissant en pâture à des véritables bouchers. Donc voilà, aucun problème pour ceux qui organisent ça. Voilà le monde dans lequel on vit, c'est assez terrifiant. Maintenant, c'est quand même la deuxième remarque que je vais faire par rapport à ça, c'est l'extraordinaire passage d'un narratif à l'autre. C'est-à-dire que vous vous souvenez que lorsqu'il y a eu l'éclatement de la guerre en Ukraine, le Covid a disparu en une semaine, alors que c'était le sujet sur tous les plateaux. Et bien là, la guerre en Ukraine vient de disparaître également, et puis on vient de passer au sujet Israël-Palestine. Alors, est-ce qu'on va revenir, parce que là, du coup, ça fait quand même plusieurs fronts maintenant pour l'Occident. D'ailleurs, il y a eu une interview extraordinaire il y a quelques jours de Biden, hein, je crois que c'était sur CNN, me semble-t-il, où Biden, le journaliste lui posait la question, mais est-ce que les États-Unis sont capables de livrer deux guerres en même temps, voire même trois, s'il devait y avoir, je ne sais pas, par exemple, des problèmes à Taïwan, et la réponse de Biden a été assez lunaire, mais où il a expliqué qu'il n'y a aucun souci, les États-Unis peuvent mener autant de guerres qu'ils le veulent. N'oubliez pas, les États-Unis, c'est le pays le plus puissant du monde, et là il se reprend. Non, non, c'est même le pays le plus puissant de toute l'histoire du monde. C'est-à-dire que jamais dans l'histoire du monde il y a eu un pays aussi puissant, et donc les États-Unis peuvent rigoureusement tout faire. Voilà la réponse du président des États-Unis. Voilà, ça laisse quand même pantois. Et tout ça pour vous dire que aujourd'hui, on a quand même une situation qui ressemble très très fort à ce qu'on a eu avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, c'est-à-dire à nouveau un matraquage. Alors avec quand même très rapidement beaucoup de voix qui s'élèvent pour dénoncer ça. C'est-à-dire que c'est vrai que là c'est quand même très très gros et on voit bien que tout ça mène finalement à une seule chose, c'est à la possibilité aujourd'hui d'Israël de quasiment raser Gaza, je dirais avec l'appui absolu de tous les pays occidentaux. Et ça, quand même, c'est assez gros. C'est-à-dire que il y a quand même un moment où il y a quand même des populations, notamment en Europe, qui, elles, voient ça quand même avec un œil pas très bon. Alors, donc j'ajoute que ça, c'est ma troisième remarque, c'est que nous, Européens, alors spécialement en France, mais aussi en Allemagne, en Angleterre, nous avons des populations quand même où aujourd'hui vous avez un pourcentage de population musulmane quand même très important, lié à 50 années de politique migratoire que nous connaissons, hein, qu'on ne peut pas refaire, et qui aujourd'hui, évidemment, sont dans un pays, si vous voulez, où il n'y a aucune retenue dans le soutien à Israël, en tout cas au plus haut niveau de l'État. Alors effectivement, je vois qu'aujourd'hui sur des chaînes de télévision, oui, il y a quand même des voix dissonantes. Heureusement d'ailleurs, ce serait difficile qu'il n'y en ait pas. Mais quand vous voyez qu'il y avait, je crois avant-hier, place de la République,
des milliers de personnes avec le drapeau palestinien euh, et, euh, qui agitaient le drapeau, et tout ça crée des tensions qui sont phénoménales dans nos pays, et on en a eu la preuve avec immédiatement, il y a déjà eu des attentats, il y a eu quelque chose à Arras, il y a eu quelque chose à Bruxelles, il y en a eu en Allemagne. Bref, on va voir renaître une vague certainement d'attentats. Tout ça crée de la confusion dans l'esprit de beaucoup de gens qui ensuite font des amalgames. C'est-à-dire, ils vont vous expliquer que finalement, c'est pas qu'ils vont vous l'expliquer, c'est que émotionnellement, si vous avez des attentats qui recommencent dans nos pays, perpétués par des musulmans, évidemment que ça va éveiller un sentiment anti-musulman très fort. Et du coup, on peut facilement mettre dans le même sac, finalement, ce qui se passe en Palestine et ce qui se passe dans nos pays. Et du coup, avoir beaucoup plus de sympathie pour, je dirais, l'écrasement par Israël de la bande de Gaza. Donc ça, tout ça est évidemment quelque chose que lorsqu'on l'observe de l'extérieur, ce que j'essaye de faire, ne pas prendre parti, quand même, voir les choses. N'oubliez pas que dans l'histoire et dans le droit international, Israël ne respecte pas des résolutions de l'ONU depuis maintenant plus de 50 ans. Hein, les frontières qui ont été décidées en 1948 ne sont plus celles dans lesquelles Israël évolue aujourd'hui. Israël s'est étendu et occupe des territoires de façon illégale. Ça a été décidé plusieurs fois, des résolutions ont été votées, et bien sûr, les États-Unis ont toujours opposé leur veto à toute mise en pratique, je dirais, à tout enforcement de ces résolutions par des... vous savez, normalement, l'ONU est capable, doit pouvoir envoyer ce qu'on appelle des soldats de la paix ou des forces d'interposition pour faire appliquer des résolutions. Eh bien, ça a toujours été impossible avec Israël. Et donc, vous avez un occupant, ça c'est factuel, hein, c'est pas du tout un jugement de valeur. Hein. Vous avez un pays qui est Israël qui donc occupe des territoires depuis illégalement depuis maintenant vraiment très très longtemps. Alors évidemment, ça donne une impression de statu quo, et puis tout à coup, quand une action comme celle qu'on a vue le 7 octobre arrive, on se dit que c'est horrible. Oui, c'est bien sûr, c'est horrible, bien sûr. Mais ce ne sont que des réponses de victimes par rapport à des oppresseurs. Et là encore, de façon assez objective, il y a un oppresseur, il y a des victimes, c'est certain. Et bien sûr, la victime ne peut pas être Israël. Israël, c'est la toute-puissance dans la région. Et d'ailleurs, on le voit, c'est eux qui bloquent maintenant Gaza, qui font un blocus sur la nourriture, sur le pétrole, sur les vivres, sur les médicaments. Donc je veux dire, vous avez une prison à ciel ouvert, il n'y a rien d'autre à dire, mais c'est pas nouveau, on redécouvre, on redécouvre. Donc il faut avoir une vision de cette histoire, et je conclurai pour dire que la grande problématique que je vois arriver par rapport à tout ça, et c'est une des problématiques qui est quand même importante, c'est le fait que je me rends compte que les nouvelles générations, c'est-à-dire même moi qui suis d'une génération, moi je suis né dans les années, je suis né en 1966, donc j'ai grandi moi déjà dans un monde quand j'ai commencé à m'éveiller, à le comprendre, où le problème israélo-palestinien existait déjà, et finalement même l'historique, je ne l'ai pas vécu. Moi, l'historique de 1948, la création de l'État d'Israël, l'expulsion des Palestiniens de chez eux, etc. Tout ça, je ne l'ai pas vécu. Et donc, la grande difficulté par rapport à tout ça, c'est que pour des générations qui sont nées, qui sont postérieures, hein, qui sont nées après les années 80, après les années 90, je me rends compte aujourd'hui, en lisant sur les réseaux, en voyant les remarques des uns et des autres, que pour nombre d'entre eux, ils découvrent cette problématique Israël-Palestine aujourd'hui. Ils n'ont pas une grande connaissance de l'historique. Et sans cet historique, évidemment, on voit les événements du 7 octobre comme une attaque pure et simple d'un groupe. Donc, on se demande pourquoi. Hein. C'est comme quand vous avez des bombes qui sont mises en plein Paris. On les a connues dans les années, d'ailleurs, dans les années 80, 90. On a eu des épisodes d'attentats en plein Paris. Et là, on pouvait se demander, mais qu'est-ce qu'ils viennent nous foutre des bombes chez nous
alors qu'on n'a pas grand-chose à voir dans ces conflits-là. Donc on pourrait, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que certains se disent exactement ça en se disant, voilà, une bande de cinglés passe la frontière et donc viennent attaquer et tuer des civils dans un pays. Donc c'est ça qui est terrible, c'est que c'est l'histoire, elle est facilement oubliable. Plus le temps passe et plus on peut oublier l'histoire qui du coup date un peu. Parce que vous avez des générations qui sont qui sont aux commandes et qui petit à petit mettent ça dans l'oubli. Donc voilà, ça c'est encore quelque chose d'assez que je voulais pointer parce que je crois qu'il est vraiment très très important pour chacun, avant de se faire une opinion sur quelque sujet que ce soit d'ailleurs, d'essayer de bien le cerner. Et pour ça, il faut aller chercher les causes profondes des événements. Voilà. Et puis, pour quiconque s'intéresse à l'histoire de ce qui s'est passé depuis la création de l'État d'Israël, c'est absolument passionnant. Et évidemment que ça va vous donner une vision beaucoup plus neutre des choses. Encore une fois, il ne s'agit pas de blanchir ni les uns ni les autres, mais il s'agit de voir comment les choses se sont mises en place au fil des années. Et 1948, vous savez, c'est il y a 80 ans. Donc ça y est, quoi. Ceux qui étaient vivants à ce moment-là, aujourd'hui, il n'en reste plus beaucoup. Je voudrais terminer cette vidéo par un point qui est, vous savez, finalement le sujet sur lequel on revient toujours, qui est le Bitcoin. Alors vous allez me dire comment et qu'est-ce que le Bitcoin vient foutre dans toute cette histoire. Eh bien, je voudrais rappeler à tous mes auditeurs quelque chose de très très simple. Tout ce à quoi nous assistons en termes de financement de toutes ces politiques délirantes, en passant par le Covid, l'enrichissement jamais vu de Pfizer et consorts, de McKinsey et consorts, l'argent, le flux d'argent qui est allé à l'Ukraine, avec toutes les magouilles et la corruption auxquelles on a pu assister, et tous ces milliards qui sont déversés semaine après semaine, venant de tous les pays occidentaux pour l'Ukraine. Et on se souvient, petite parenthèse, des magouilles liées à FTX et qu'on avait découvert qu'il y avait des circuits encore qui sentaient très très mauvais entre Zelensky, FTX, le Parti démocrate américain, bref, n'en parlons pas. Et maintenant, cet afflux d'argent vers l'armée israélienne, toutes ces aides et toute cette armada américaine qui maintenant se déploie en Méditerranée, bref, tout cet argent et tout ce flux d'argent serait rigoureusement impossible si nous étions dans un système monétaire sain. Alors qu'est-ce qu'un système monétaire sain? C'est un système monétaire dans lequel nous aurions un standard qui, comme avant 1971, quand c'était l'or, serait un standard non manipulable par aucune autorité monétaire particulière, c'est-à-dire aucun État en particulier. Ce qu'avait d'ailleurs verbalisé De Gaulle juste avant 71. Mais évidemment aujourd'hui, le Bitcoin serait le meilleur candidat pour passer à quelque chose d'équivalent et pour remettre un peu d'ordre dans tout ça. Donc n'oubliez surtout pas ça, c'est que tout ce à quoi nous assistons, et je rappelle que dans les 2 derniers mois seulement, les États-Unis ont imprimé plus de 2 trillions de dollars, c'est-à-dire plus de 2000 milliards de dollars ont été imprimés aux États-Unis rien que dans les 2 derniers mois, plus de 2 trillions, ce qui est encore plus fort que ce qu'on faisait dans les pires mois du Covid. Donc c'est vous dire, à chaque fois on se dit c'est du jamais vu, finalement c'est du jamais vu, c'est du jamais vu, c'est du jamais vu, et puis dans un an ce sera encore du jamais vu, etc. Ça ne s'arrête jamais jusqu'à ce que le système pète. Aujourd'hui, on en est à un moment où tout est ultra tendu, on a un système qui arrive au bout à ses limites, et toute cette accélération des événements est d'ailleurs pour moi le signe que tout cela ne pourra pas durer éternellement. Je n'ai aucune idée comment ça se terminera et surtout à quel moment ça se terminera. Ça risque d'être un énorme feu d'artifice final, mais nous verrons bien. Voilà, le Bitcoin comme refuge, c'est à nouveau le sujet des sujets.
Et je ne peux que vous inciter à vous occuper aujourd'hui, si vous le pouvez, de vous constituer un patrimoine en Bitcoin, quel que soit le pourcentage. Dépêchez-vous, car vous le savez certainement, mais nous en reparlerons dans des vidéos futures. Le halving approche pour le mois d'avril-mai 2024, et vous savez que ces années de halving sont toujours des années qui voient une hausse assez vertigineuse du Bitcoin. Évidemment, en général, évidemment, je vous le rappelle, on n'a pas de boule de cristal, mais voilà, ce sont quand même des choses qui sont là aussi assez factuelles, et en tout cas qui remettraient de l'ordre dans les finances du monde. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos.